La question que nous avons posée dans nos recherches est la suivante. Est-ce que la maladie de Parkinson débute dans le cerveau bien avant les premiers signes moteurs? C'est-à-dire, est-ce que les ganglions de la base dysfonctionnent bien avant qu'on ne voit un ralentissement des mouvements ou même peut-être un tremblement? Pour répondre à cette question, nous avons pris un modèle souris de la maladie de Parkinson et nous avons enregistré dans le codéputamène, c'est-à-dire plutôt dans le striatum, c'est l'équivalent du codéputamène chez la souris. Le modèle souris que nous avons choisi en premier, c'est un modèle toxique où on fait dégénérer les neurones dopaminergiques en leur injectant une toxine. Et puis nous avons pris un deuxième modèle qui est un modèle génétique qui mime une forme génétique de la maladie de Parkinson. Dans un premier temps, nous avons recherché une signature électrophysiologique de la maladie de Parkinson dans le striatum. Le striatum, je vous rappelle, est un ganglion de la base qui reçoit beaucoup d'innervation venant des neurones dopaminergiques. On le voit ici. Donc ici, il s'agit d'une coupe sagittale de souris avec l'avant ici et l'arrière ici. Et on voit la substance noire et les neurones qui sécrètent de la dopamine, dont l'axone chemine vers le striatum, marqué ici CPU pour codéputamène, et on voit en rouge et bleu les terminaisons d'un seul axone. Ici, on a sorti le striatum du cerveau pour mieux montrer, et ce qu'on sait, c'est que chaque axone dopaminergique couvre 6% du volume du striatum, donc c'est absolument énorme. Ce qui fait que lorsqu'on fait un modèle de la maladie de Parkinson et qu'on fait ici une lésion des neurones dopaminergiques, on fait donc une lésion, on lèse ici ces neurones dopaminergiques avec une toxine, eh bien les axones dégénèrent et il y a une perte de toute l'innervation dopaminergique du striatum. Ceci est un modèle toxique, on appelle toxique, de la maladie de Parkinson chez la souris. Eh bien, la question qu'on s'est posée, c'est que, à la suite de cette dégénérescence des neurones dopaminergiques et donc de l'absence de dopamine dans le noyau codéputamène, est-ce qu'il y a une signature électrophysiologique? Qu'est-ce que ça veut dire une signature électrophysiologique? Ça veut dire que l'activité électrique des neurones du striatum est changée. Elle est devenue anormale. Anormale, c'est-à-dire qu'elle est totalement différente de ce qu'on verrait dans un striatum contrôle d'un animal dont les neurones dopaminergiques n'ont pas été lésés. Alors, on s'est donc focalisé sur le striatum parce que c'est là où il y a le plus d'innervation dopaminergique. Donc, on s'est dit que c'est là qu'il devait y avoir le plus de conséquences lorsqu'on lèse les neurones dopaminergiques. Voici le modèle toxique de la maladie de Parkinson. Il s'agit encore de coupe sagittale de souris, mais l'avant maintenant est ici. Et ici, voyez, vous avez l'avant et l'arrière du cerveau, le haut et le bas, la face dorsale et ventrale. Et ici, c'est la même orientation, donc nous avons ici l'arrière, l'avant. Dans cette souris-là, il n'y a eu aucune injection de toxine. Donc on voit, ici, c'est un marquage des neurones dopaminergiques. On voit donc toute l'arrivée ici des fibres dopaminergiques, un peu le passage des axones, et les neurones sont ici, dans la substance noire notamment, mais pas seulement. Maintenant, lorsqu'on a injecté une toxine spécifiquement ici ou même au milieu, eh bien, on a une perte, voyez, de l'innervation dopaminergique, particulièrement dans la partie dorsale du striatum qui est ici. Elle est devenue blanche par rapport à noire, ça veut dire que la dopamine a disparu et donc ces neurones dopaminergiques ont dégénéré suite à l'injection de la toxine qui les fait dégénérer. Si on sort maintenant le striatum de la coupe, on voit ici effectivement qu'il a un beau marquage dopaminergique. Il est strié, comme le dit son nom. C'est parce que ça, c'est des axones qui viennent du cortex, qui passent à travers. Et maintenant, sur celui-ci, qui provient de la souris qui a été lésée, eh bien, on voit qu'il a perdu totalement ses axones dopaminergiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer dans un striatum contrôle et dans un striatum d'une souris lésée pour voir la différence. Voici schématisé le striatum. Il est composé de plusieurs types de neurones. Ici, ce sont les neurones épineux que l'on voit, qui sont des neurones de sortie, qui vont donc donner des ordres aux autres structures pour qu'il y ait un effet moteur. Il y a des neurones qui sont locaux, qui ne projettent pas à l'extérieur du striatum, que l'on voit ici. Et puis, vous avez ici l'arrivée de l'innervation dopaminergique.
Alors en bleu, ils ont pour neurotransmetteur le GABA. Ici en rouge, ils ont pour neurotransmetteur l'acétylcholine. Et en jaune, bien sûr, ils ont pour neurotransmetteur la dopamine. Quand on fait une lésion des neurones dopaminergiques, on a donc une perte ici de ces neurones et on peut enregistrer, avant ou après lésion, on peut enregistrer l'activité des neurones de sortie. Et ce qu'on essaye de savoir, c'est est-ce que cette activité a changé ou est-ce qu'elle est la même une fois qu'on a lésé les neurones dopaminergiques. Qu'est-ce qu'on enregistre exactement dans cette expérience? On enregistre l'activité des synapses ici, et donc une activité GABAergique. Et on bloque tout ce qui ne peut ne pas être GABAergique. Ça fait qu'on n'enregistre que des courants GABA. Alors, si vous ne savez pas exactement ce qu'est un courant GABA, c'est pas grave, parce que vous allez voir tout de suite que vous pouvez comprendre sans savoir exactement ce qu'est un courant GABAergique. À gauche se trouvent les enregistrements dans un striatum contrôle et à droite se trouvent les enregistrements dans un striatum où les neurones dopaminergiques ont été lésés par la 6-hydroxydopamine, la fameuse toxine. À gauche, on voit que ces courants, on a donné 3 exemples, ils sont plutôt de petite amplitude, vous avez ici 100 picoampères, et ils sont relativement réguliers avec quelquefois comme ça des petites bouffées, mais vous voyez que c'est dans très peu de neurones. Par contre, on voit tout de suite la différence dès qu'on a enlevé la dopamine. Donc, les courants, ce sont les petits bâtons vers le haut. Donc, il y en a des plus grands et des plus petits. C'est l'activité de base des neurones. Ils ont une activité de base, ils libèrent du GABA un peu continuellement et ça donne ces petits courants. Maintenant, quand on a enlevé la dopamine, ces courants, on a dit qu'ils devenaient géants. Donc, on les voit ici, vous voyez que l'amplitude est totalement différente. Et puis, ils sont pas du tout organisés pareil. Ils ont une grande tendance à être embouffés. Donc c'est des bouffées de courant géant. Ça veut dire que les neurones qui sécrètent le GABA sont bien plus actifs. Ils sécrètent énormément de GABA. Et ça, c'est vrai dans 50% des neurones de projection qu'on a enregistrés, des neurones de sortie. Et puis dans 50% à peu près des autres neurones, eh bien, on a plutôt la situation contrôle. On ne ferait pas la différence avec la situation contrôle. Donc on a trouvé cette signature électrophysiologique qui est très caractéristique. Et on s'est ensuite posé la question de savoir est-ce que ces courants géants GABA sont aussi présents dans un modèle génétique de la maladie de Parkinson et quand est-ce qu'ils apparaissent? Alors, quel est l'intérêt d'avoir un modèle génétique par rapport à un modèle toxique? C'est que dans un modèle génétique, l'apparition de la pathologie est progressive. Vous avez ici un modèle qu'on appelle PINK1 qui correspond à la forme PARC6 chez l'homme. Alors, il y a chez l'homme environ 5 à 10% des malades qui ont cette maladie parce qu'ils ont un gène muté. Dans la forme PARC6, c'est le gène qui code pour la protéine PINK1 qui est muté. Ils sont des formes qui sont en général familiales, mais encore une fois, ils sont très peu nombreux. Mais ça a donné lieu à un grand pan de recherche parce que du coup, on a pu faire des modèles génétiques. C'est la souris. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a muté le même gène. Ici même, on l'a enlevé chez la souris pour reproduire la forme humaine. Comment se développe la pathologie chez ce type de souris? Alors, P0, c'est la naissance, c'est-à-dire c'est le jour 0, postnatal 0. À 3 mois de vie, les chercheurs ont constaté qu'il y avait une baisse de la libération de dopamine dans le striatum. Et à 9 mois, le contenu en dopamine dans le striatum est beaucoup plus faible. Et puis à 16 mois, on voit les premiers signes moteurs. Une souris, ça vit environ 24 mois. Donc vous voyez que c'est peu de temps avant de mourir qu'elles ont les premiers signes moteurs. Et ce qu'il y a de tout à fait étonnant dans ce modèle animal, c'est que les neurones dopaminergiques ne dégénèrent pas comme chez l'homme. Alors vous allez me dire, c'est pas un très bon modèle. En fait, c'est un modèle de la pathologie avant qu'elle devienne très très sévère. C'est un modèle des premiers signes de la maladie, où on voit que les neurones dopaminergiques dysfonctionnent sans toutefois dégénérer. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'une fois qu'on a les premiers signes moteurs, est-ce que par exemple vers 19 mois, 3 mois après les premiers signes moteurs, on peut voir la même signature électrophysiologique avec des courants géants GABA que ce qu'on a vu sur un modèle toxique, où les neurones avaient dégénéré? Et si oui, est-ce que en remontant, donc en se situant avant l'apparition des premiers signes moteurs, on voit aussi cette signature? La question, vous vous en souvenez que j'ai posée tout au début, c'est est-ce que la maladie commence d'un coup
ou bien est-ce qu'elle est là longtemps avant, ça ne se voit pas, et tout d'un coup elle se déclare pour des raisons X ou Y qui restent encore à définir. Donc voici l'enregistrement à 19 mois, où on voit que chez la souris qu'on appelle Pink One Cow, eh bien, les courants géants sont présents, toujours pareil, dans 50% des neurones. Et vous voyez ici une souris contrôle du même âge, de 19 mois, et on voit que les courants gamma sont nettement plus petits et surtout ne sont pas du tout organisés en bouffées comme on peut le voir chez la souris modèle génétique. Donc on a reculé, on a enregistré à 6 mois et on l'a vu pareil, des courants géants. Toujours pareil, dans à peu près 50% des neurones. Et alors qu'à 6 mois, la souris n'a rien. Et on est remonté comme ça, et il semble que ça apparaisse vers 3 mois. Donc en même temps que la baisse de libération de dopamine. À 2 mois, c'est pas clair. Mais vers 3 mois, ces signes électrophysiologiques apparaissent. Ça veut donc dire que bien avant qu'il y ait les premiers signes moteurs qui sont ici vers 16 mois, bien avant ça, il y a le signe électrophysiologique dans le striatum. Pour être sûr qu'on a bien affaire à un signe qui est lié à la dégénérescence des neurones dopaminergiques. C'est bien un signe du Parkinson, ces courants géants GABA. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la souris et on l'a traitée comme on traite les humains, c'est-à-dire on lui a donné de la L-Dopa. Donc on lui a donné de la L-Dopa pendant 2-3 mois avant d'enregistrer et on voit que les courants géants disparaissent. Et puis ces neurones qu'on a enregistrés, qui sont des neurones de sortie, ils changent aussi. Là, ils sont pathologiques, ils se sont trop développés et ils reviennent à une forme de contrôle témoin. On a exactement le même résultat si on fait une lésion du noyau subthalamique. C'est le noyau que l'on stimule ou que l'on lèse, même quelquefois, pour améliorer la maladie de Parkinson. Et on voit ici qu'effectivement, on enlève la signature électrophysiologique. Donc cette signature électrophysiologique est bien une signature électrophysiologique de la dégénérescence des neurones dopaminergiques et de la maladie de Parkinson. En conclusion, la maladie de Parkinson est présente dans le cerveau bien avant les premiers signes moteurs. Qu'est-ce que ça nous a donné à proposer comme hypothèse? Nous proposons que lorsque les personnes tombent malades, vers l'âge de 55 ans en moyenne, en fait, dans leur cerveau, les ganglions de la base dysfonctionnent depuis longtemps. Mais il y a eu des phénomènes compensateurs qui ont fait que on ne voit pas la maladie. Alors il y a quand même des signes très précoces comme des problèmes d'olfaction, de constipation, des choses qui ne sont pas vraiment de la motricité des muscles du squelette, mais qui apparaissent déjà aussi, on dit à peu près 10 ans avant. Mais l'hypothèse qu'on soutient, c'est que le cerveau, il serait peut-être même malade 20, 30 ans avant, même peut-être depuis le début, dès la naissance. Mais les systèmes compensateurs fonctionnent très bien et ça ne se voit pas. Puis, tout d'un coup, la maladie se révèle, soit parce qu'il y a eu un choc, un stress énorme, soit aussi l'âge, soit une toxine environnementale comme les pesticides, soit d'autres facteurs que nous n'avons pas encore identifiés.